Oh putain, ça marche. Wouh! Sébastien Pertus s'est déjà barré, mais j'ai un mot à dire à propos de Microsoft PowerPoint. Bon, le machin m'a bouffé une partie des images, je suis ravi, mais c'est pas grave. Donc bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Quentin Adam, et j'ai un pseudo imprononçable sur Twitter, qui avait la gentillesse d'être facile à taper au clavier, et disponible partout. Sauf sur Pokémon Go, où un bâtard me l'a tapé. Et du coup, je cherche le fameux Wax sur Pokémon Go, ça m'intéresse. Vous avez peut-être déjà entendu parler de moi, soit parce que vous avez vu une conf sur YouTube, soit parce que vous m'avez vu donner les interviews en Toge, qui est un endroit où on interroge des gens sur leur vie dans le numérique, etc. La dernière qu'on a sortie, c'est avec Gaspard Koenig, donc c'est vraiment cool, c'est assez amusant à faire. Mais en fait, au quotidien, c'est pas pour ça que j'existe. En fait, il y a quelques années, j'ai créé une boîte qui s'appelle Clever Cloud. Vous voyez, c'est marrant, c'est Clever Cloud, vous voyez. Non, en fait, on a fait un nom de domaine. Si vous tapez ampoulenuage.ws, normalement, ça marche. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est un soft de ce qu'on appelle IT Automation. C'est-à-dire que, en tant que développeur, vous faites git push sur votre code, et nous, on va non seulement faire le déploiement, mais également tout le maintien en conditions opérationnelles. Mettre à jour les OS, monitorer, faire l'autoscalabilité, s'assurer que le bordel marche. En fait, globalement, ce qui va se passer, c'est nous, on fait en sorte que ça tourne et vous faites en sorte qu'il y ait quelque chose à exécuter. Et comme ça, les vaches sont bien gardées. Et c'est assez drôle, on fait ça à la fois sur nos infras et puis on fait ça aussi on-premise. Donc voilà, ça permet aux développeurs d'être plus rapides et plus heureux. Donc c'est la fin de la conférence. Non, je veux dire, c'est pas la fin de ma conférence, c'est la fin de la conférence. Et là, en fait, normalement, je commence à passer les doors. Alors d'abord, j'ai même plus envie de jouer techniquement à essayer de passer du son là. Mais en fait, quand Horatio m'a demandé de venir, j'étais censé donner une conf qui s'appelle le marketing de la honte, qui est une conf que j'ai déjà donnée à Toulouse et à Marseille, que vous retrouvez sur YouTube. Parce qu'en fait, en discutant avec Horatio, j'ai décidé d'en écrire une autre. Et donc, vous ne verrez pas le marketing de la honte. C'est une bonne conf. Enfin, je veux dire, j'ai décidé que je trouvais que c'était une bonne conf. Vous pouvez aller la voir sur YouTube. Il y a deux flavors. Vous pouvez trouver la version bouillabaisse or not bouillabaisse. Voilà. J'ai pas du tout envie de vous parler de ça. J'ai envie de vous parler de comment faire travailler des développeurs ensemble, comment faire travailler des gens ensemble et comment les rendre efficaces. Et pour ça, je vais être obligé de vous parler de quelque chose qui remonte il y a très longtemps. C'est pourquoi est-ce que j'ai créé Clever Cloud. Ouais, la photo est un peu vieille, ça me fait très mal. Ouais, je suis bien sur la photo. Il y a 8 ans et 60 kilos de différence. Donc, à cette époque-là, quand on avait un site web, ça ressemblait à ça, et on en était fiers. C'était un autre temps, c'était cool. Pourquoi est-ce qu'on a créé Clever Cloud? Pour plusieurs raisons. On a créé cette boîte parce qu'on voulait avoir du fun. Donc là, c'est nous en train de faire un test de la capacité de dissipation de chaleur des serveurs respectivement Dell et HP. C'est parce qu'on ne voulait jamais s'ennuyer. Et là, peut-être il y en a qui comprennent. C'est parce que je voulais résoudre mes problèmes de serveur. Pour être tout à fait honnête, j'ai créé Clever essentiellement parce que la première boîte que j'avais créée, j'étais le meilleur sysadmin de la boîte. Et concrètement, je passais ma vie à régler des conneries de serveur et donc j'avais commencé à automatiser. Ouais, on dirait que je suis dans message à caractère informatif sur cette photo. C'est un vrai drame. Et du coup, je voulais résoudre les problèmes de serveur et je voulais être plus efficace en tant que développeur et donc créer du tooling pour être plus efficace en tant que développeur. Mais la raison fondamentale, non, il y a une raison fondamentale avant, c'est qu'on voulait absolument protéger la donnée des gens. Et c'est un sujet, notamment la GDPR, sur lequel on pourra discuter et avoir une longue discussion sur le sujet. Mais la raison fondamentale, c'est qu'on voulait faire la meilleure organisation au monde dans laquelle travailler en tant que développeur. Vous voyez, on s'était tapé les rencontres étudiants-entreprises. On avait eu ce moment où la société, on a mis un costume Jules, on s'était retrouvé devant des gens qui nous avaient dit viens bosser dans notre société de service. Chez nous, le développeur est vendu 23 € du kilo par jour. Enfin bref. Et on s'était dit non,
Ce qu'on veut, c'est créer vraiment la meilleure organisation du monde dans laquelle travailler en tant que développeur. Et ça involve le management. Et c'est pour ça que je vais vous parler de management. Parce que le management, en fait, c'est quoi? D'abord, c'est organiser le boulot des gens. C'est-à-dire, tu prends des tâches à faire, tu les divises en sous-tâches et tu essayes de faire en sorte que les gens se répartissent le taf. Ça, c'est la première des choses que tu as à faire en tant que manager. La seconde chose que tu as à faire en tant que manager, c'est ce que j'appelle la feedback loop. C'est-à-dire que quand quelqu'un travaille, quand quelqu'un fait quelque chose, c'est très difficile de savoir si ce que tu fais c'est bien ou c'est pas bien. Un des trucs hyper importants en tant que de manager, c'est dire aux gens qui bossent pour toi, là t'es bien, là c'est pas top. Alors, c'est pas bien vraiment, c'est genre ça fonctionne, ça ne fonctionne pas dans l'équipe. Et vraiment, ton objectif est de donner une feedback loop positive qui permet aux gens de s'emmener vers le haut parce que c'est très difficile de travailler seul parce que tu n'as pas de point de repère. La troisième tâche essentielle d'un manager, c'est de prendre des responsabilités. Alors, prendre des responsabilités, ça ne veut pas dire écrire sur sa carte de visite « je suis responsable machin ». Ça veut dire que quand tu t'es bien planté, quand il y a eu un problème, tu dis « c'est de ma faute ». C'est très important ça. C'est quand tu es manager, tu as fait bosser toute ton équipe, on ne sait pas qui dans ton équipe s'est planté, c'est de ta faute si ça ne marche pas. Les fautes, elles remontent en cascade. Et ultimement, c'est toujours ta responsabilité d'assumer que ce qui s'est passé en dessous était discutable. Et la dernière tâche du manager, c'est de s'occuper de l'humain, de s'assurer que les humains vont bien, qu'ils sont heureux, qu'il y a une bonne ambiance, que les gens s'entendent entre eux, et c'est la dernière tâche. Et tout ça forme au global les différentes tâches du management. Dans le management, il n'y a pas à jouer au chef. C'est-à-dire que ça n'inclut pas décider la façon dont les gens font leur vie. C'est pour ça que chez Clever Cloud, je ne dis pas aux gens comment ils doivent s'habiller, ni l'heure à laquelle ils doivent arriver au bureau le matin, ni s'ils doivent arriver au bureau, parce que franchement, vu le boulot qu'on fait, je ne vois pas très bien l'intérêt de venir se pointer dans un espace. Le bureau chez nous, c'est un outil qu'on met à disposition des gens qui travaillent chez nous pour que les gens soient productifs. Ça veut dire qu'il y a un bon Wi-Fi, il y a du café en quantité. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on a du bon café au dojo, ce serait relativement de mauvaise foi de ma part. Mais il y a des fruits, les fauteuils sont cool, on a du double ou du triple écran. Voilà, c'est un endroit où pour travailler, t'es bien. Et donc, notamment, si tu veux travailler avec des gens, c'est bien. Mais par exemple, je ne vais pas dire aux gens d'où ils doivent bosser, quand ils doivent bosser, etc. Mon objectif, c'est que les gens arrivent à bosser ensemble. Je ne suis pas en train d'acheter du temps aux gens. Je suis en train d'acheter leurs compétences à leur intelligence. Si j'étais acheté du temps, j'aurais l'impression d'être un peu un vampire, quoi. Vous voyez la différence? Ça, c'est un point qui est très important à comprendre dans le management. C'est-à-dire que ce que vous faites n'est jamais de décider à la place des gens. Vous permettez aux gens de travailler ensemble, vous répartissez les tâches, vous assumez les responsabilités, mais vous n'êtes pas là pour vous servir des gens comme d'un crayon. Embaucher des gens pour compléter votre équipe quand vous devez grandir, c'est pas s'acheter une boîte de crayons que vous manipulez ensuite. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? L'organisation, c'est collectif. C'est-à-dire que la personne, c'est quelque chose qui se fait en collaboration. Et donc, tu ne peux pas dire c'est lui qui est successful et c'est pas lui qui est successful. Je vous montre une photo là de l'équipe. C'est parce que beaucoup de gens chez Clever Cloud connaissent Quentin, mais en vrai, vous avez vu mes fondateurs du début. Sur les 5 fondateurs du début, il y en a 4 qui sont toujours dans la boîte, et le 5e, on s'entend très bien avec lui. C'est juste que quand on a eu des hard times et qu'il a fallu décider, on clôt la boîte ou le sang et les larmes. Tout le monde a voté le sang et les larmes, sauf lui, et il a dit, moi franchement, ça me gave. Et du coup, on lui a dit, il n'y a pas de problème, mec. Il n'est plus dans les effectifs au quotidien, mais il a gardé ses parts, l'ambiance est bonne. Enfin, c'était un deal tout à fait acceptable. On allait vers le sang et les larmes, on a fait le sang et les larmes. On n'avait pas le forcé à faire le sang et les larmes, surtout que le mec, il avait fait 50 bons et loyaux services. Enfin, je n'ai pas de discussion là-dessus.
Donc, ça veut dire qu'on a des partnerships sur longtemps. Ça fait 10 ans que je bosse avec les fondateurs de Clever, et ça fait 10 ans que les mecs récupèrent les conneries derrière moi, même si personne ne connaît leur nom. En fait, ils sont super importants. Et quand je dis l'organisation, elle est collective, ça implique un certain nombre de choses. Ça implique la transparence. Il y a longtemps, le management, c'était connaître des trucs, des faits, des chiffres, des conditions dans une boîte que les autres gens ne connaissaient pas. Et ton information était ton pouvoir. Aujourd'hui, moi je considère que faire de la rétention d'informations, ça veut dire que je sers de proxy à filer de l'information, ce qui veut dire que mon boulot c'est d'envoyer des mails toute la journée, ça me cave. La question, elle est comment tu libères au maximum l'information et tu t'assures que tout le monde est bien. La transparence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde sait combien la boîte gagne, ça veut dire que tout le monde sait combien la boîte dépense, dans quoi la boîte la dépense, quels sont les salaires des gens, pourquoi. Et ça a plein d'impacts vachement positifs, la transparence. Par exemple, faire une organisation dans laquelle les femmes seraient payées systématiquement 30% de moins impliquerait de le placarder dans toute la boîte. Ce qui impliquerait que la boîte serait universellement misogyne. Non, enfin, c'est très dur de l'appliquer. C'est facile de payer les femmes 30% de moins à partir du moment où tu ne le dis pas. Mais quand tu écris la liste des salaires et que tout le monde voit que c'est 30% de moins, c'est plus dur à faire. Ce genre de choses sur la transparence génère énormément de qualité dans la vie au quotidien des gens. Et donc créer une boîte basée sur la transparence est hyper important pour ça. Une boîte, oh putain, c'est hyper dommage. Une boîte, elle doit être basée sur la confiance. Prenons un exemple simple. Oussama Ammar, qui a créé The Family, t'explique la politique de dépenses et d'expense de The Family de la façon suivante. Il n'y a pas de plafond. Chaque employé de The Family peut dépenser l'argent de The Family dans l'intérêt de The Family. Autrement dit, tu as loupé ton avion, il y a un business qui t'attend qui peut rapporter 10 000 euros, dépenser 800 balles dans un billet d'avion est parfaitement justifié, n'en discutons pas. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est une politique qui veut dire que tu considères que tout le monde a des intérêts alignés. Et en fait, le simple fait de considérer que les gens ont des intérêts alignés et ne pas checker, passer son temps à faire la police auprès des gens, fait qu'ils comprennent que tu leur fais confiance, ils te font confiance, ça crée un cercle vertueux et ça change complètement l'ambiance et l'environnement de ta boîte. À ce moment-là, j'avais prévu de vous parler du tooling qu'on a mis en place. On a un truc qui s'appelle le CC Assistant qui génère de l'organisation et de la communication au sein de la boîte. C'est un truc qu'on a développé parce qu'un des salariés chez Clever, c'est un mec qui s'appelle Hubert Sablonnière, que peut-être vous connaissez, peut-être vous connaissez pas. C'est un des mecs les plus merveilleux, humbles, gentils et compétents que je connaisse. Et travailler avec lui est un grand plaisir. Et il se trouve que je voulais vous parler des tools, mais j'ai pas eu le temps. Et en plus, le bordel m'a viré toutes mes vidéos. Donc voilà, ce sera comme ça. Et j'en parlerai probablement dans une autre conf un autre jour. Et du coup, je vais passer à la sujet suivant. C'est chez Clever, qu'est-ce qu'on appelle travailler? Travailler, c'est créer des choses, c'est produire des choses. En fait, ça veut dire qu'on doit faire des choses. Faire au sens de la productivité là-dessus. Par exemple, chez Clever, il est interdit d'avoir des meetings. Une réunion est quand même un moment où si tu prends le coût horaire de chacun des bonhommes qui est dans la pièce, que tu fais le coût de la location de la pièce, d'avoir transporté les bonhommes et tout, quand à la fin, il n'y a ni ordre du jour, ni compte rendu, vous voyez la gabegie financière du bordel. Et moi, je connais des tonnes de boîtes où tu te rends compte que des gens parfaitement compétents passent leur vie en meeting et sont incapables de produire jamais quoi que ce soit. Et le pire, c'est que ces gens-là se dessèchent en compétences dans le temps et il se produit la chose la pire qui peut se produire selon moi en tant que manager. C'est-à-dire que moi, je considère que quand tu embauches quelqu'un, ton collaborateur aura un cycle de vie et à la fin, il sortira et il doit sortir vers le haut. Et normalement, quelqu'un qui quitte ton entreprise doit valoir plus cher, entre guillemets, sur le marché du travail quand il sort que quand il rentre. Prendre quelqu'un de très compétent, lui faire passer sa vie en réunion est une façon comme une autre de lui faire perdre de la valeur, ce qui est hyper bâtard. Enfin, genre, ne faites pas ça, quoi. C'est mauvais pour le karma.
Donc, ça signifie qu'on supprime les meetings. Supprimer les meetings, c'est pour une raison, c'est parce que parler, c'est pas travailler. Travailler, c'est produire, et donc quand on produit, on écrit. Quand on doit planifier la sortie d'un produit et que c'est le bordel et qu'en fait on se dit on va tous se mettre dans la même pièce et en parler, en fait c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut prendre un des gars et lui dire est-ce que tu peux t'en occuper, ça va te prendre 2 jours, tu vas l'écrire, ensuite on va lire ton doc et le commenter, et là en fait on est dans une façon de travailler qui est rationnelle. C'est dur, je le sais. C'est pour ça que ça sert à rien de bosser 15 heures par jour, parce qu'en fait t'es pas productif 15 heures par jour. Faire ce genre de tâches sont des tâches qui te vident, qui te drainent, qui sont fatigantes et qui sont difficiles. Ça veut dire qu'il faut accepter que parfois, à 15 heures, tu as besoin de parler avec tes collègues, mais en fait, dans ces cas-là, tu ne fais pas une réunion, tu vas boire une bière, tu fais une expense sur le dos de la société, et on considère que tu as fait du team building, et c'est très bien aussi. Ça a créé une autre valeur qui est les gens s'entendent bien. Mais on n'a pas déguisé le team building dans on va faire une réunion qui était au final un moment relativement chiant. Vous voyez le point de différence du truc? Donc, écrire, c'est un centre du travail. Moi, j'ai compris ça en observant le kernel Linux. Le kernel Linux, c'est une pièce de software qui est développée par span de 3 mois. C'est-à-dire que tous les 3 mois, les mecs font une release. Quand je dis les mecs, c'est bien sûr non genderifié. Hein, c'est un tic de langage de ma part. Il ne faut pas m'en vouloir. Je suis désolé de ça. Hein. Tu prends ces gens-là, ils sont 1200. Ils développent, ils shippent tous les 3 mois, ils ne se rencontrent pas. C'est fou si tu y réfléchis bien. 1200 personnes qui collaborent sur des spans de 3 mois et qui shippent un soft qui est quand même hautement qualitatif. Pourquoi? Ils écrivent. Alors bien sûr, et notamment chez les développeurs, ce genre de choses génère un syndrome de l'imposteur. Pourquoi? Parce que chez les développeurs, on a l'impression qu'on travaille quand on produit des lignes de code. Mais alors, créer des issues propres, paramétrer des milestones, aller répondre au support, on a tous l'impression que ce n'est pas vraiment notre boulot et donc on le fait en plus. Et ça, c'est pas vrai, en fait, c'est du boulot. Et j'ai envie d'aller plus loin. Tu prends un administrateur système. La plupart du temps, il a l'impression que s'il n'a pas fait SSH, qu'il a fait du apt-get install et bidouiller des trucs sur le serveur, il n'a pas bossé. Alors qu'en vrai, c'est pas très intéressant de faire apt-get install sur des serveurs. S'il y a des softwares d'IT automation, c'est très bien. Un bon admin 6 qui est capable de lire les graphes parmi les 50 000 métriques qu'on va te remonter d'un serveur en train de fonctionner, de lire, de computer, de comprendre ce qui se passe et pourquoi cette putain de base est encore lente et pourquoi la requête prend 40 secondes, et de faire un ticket propre et clair qui l'explique aux développeurs, ça a de la valeur. Parce qu'en vrai, faire apt-get install, un script peut le faire. Mettre en corrélation l'ensemble de ces données-là, Inch'Allah, bientôt, on sera capable de le faire à coup de machine learning. Mais pour l'instant, c'est quand même vraiment le cerveau de l'Ops qui est capable de le comprendre. Et ça veut dire qu'il faut inclure dans la notion de travail beaucoup plus de tâches pour enfin les réaliser bien et prendre le temps de les faire en assumant de les faire. Et surtout, bien comprendre qu'organiser ou avoir une bonne ambiance dans la boîte n'est pas la même chose. Et c'est pas parce que tu mets pas les humains les uns en face des autres qu'ils ne sont pas bien organisés. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir une bonne ambiance en interdisant aux gens d'avoir des réunions. Ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas se parler. Ils vont se parler de leur week-end, de ce qu'ils ont entendu, de la musique, du temps qu'il fait. Honnêtement, ils font ce qu'ils veulent. Mais s'ils doivent parler de boulot, ils le font par écrit. Vous comprenez le point que je vais aborder là? Évidemment, quand je dis ça, donc je dis des règles, il est interdit de faire des réunions. Bien sûr, parfois ça peut arriver. Toutes les règles sont faites pour être brisées en fait. C'est juste qu'à partir du moment où vous donnez ce genre de grandes règles, tout le monde sait que ça va faire chier si jamais on le fait. Donc du coup, ça permet de briser ce genre de règles très peu souvent. Il faut être souple. On fait du management, on fait de l'humain. Il faut être capable d'être souple sur ce genre de choses. Ensuite, je vais parler de choses qui sont importantes pour des développeurs qui seraient en train de se retrouver en situation de management. Le management, c'est une compétence, c'est pas une qualité. C'est-à-dire que le management, c'est pas quelque chose d'immanent qui frappe des gens qui deviennent de bons managers ou qui sont par essence de bons managers. C'est une compétence qui se développe, c'est une compétence qui est difficile et c'est une compétence
qui ne se développe que par l'expérience. Prenez Elon Musk. Quand aujourd'hui vous demandez à Elon Musk, qu'est-ce qui vous pose problème aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on parle d'un mec qui a pondu les voitures électriques, qui lance des roquettes dans l'espace et tout, c'est quand même pas Joe Clodo, quoi. Bon, le mec a un peu un problème à gérer les investisseurs au quotidien, mais bon, la toxicité du venture capitalisme et de l'argent des venture capitalistes est un sujet en soi sur lequel on pourrait avoir un débat ensuite, mais si vous posez la question qu'est-ce qui est le plus chiant en ce moment à Elon Musk, le mec vous dit parfois j'ai du mal à faire bosser deux personnes ensemble. Ce qui est une grande sagesse, c'est effectivement la chose la plus difficile. La seule façon pour progresser en management, c'est d'exécuter, d'itérer et de trouver des pairs avec qui vous pouvez avoir une discussion rationnelle, dépassionnée, cloisonnée, avec qui vous pouvez avoir un échange sincère et comme ça faire améliorer votre pratique. Et vous enfermer dans « je ne sais pas comment ça se passe et je souffre » n'est pas du tout une bonne pratique. Il faut 1. Échanger avec des pairs, 2. Dialoguer avec des livres. La plupart des bouquins de management, et là je vous ai mis quelques références, notamment le Finding the Next Steve Jobs, qui est un bouquin qui personnellement m'a sauvé. Je ne vous dis pas que ces bouquins-là sont géniaux. Si vous enquillez les 4 à la suite sans situation de management, ça ne va pas avoir de grand intérêt. Quand vous lisez ou que vous écoutez des conférences de management de comment faire, ce qui est important, ce n'est pas tant le contenu que l'obligation que ça génère chez vous de dialoguer avec ce contenu-là en interne et de prendre du recul sur votre propre pratique. C'est pour ça que quand vous vous retrouvez dans une situation de management de gens, prenez régulièrement le temps soit de regarder une conférence, soit de lire un bouquin ou les deux, parce qu'en fait, ils vont développer à ce moment-là des réflexions qui vont vous permettre de vous améliorer. Et ensuite, vous devez absolument faire des one-to-one dans votre équipe pour comprendre quelle est la perception de votre management et créer ainsi une feedback loop inversée de votre travail, parce que c'est la seule solution pour que ça se passe bien. La seconde chose à comprendre avec ça, c'est que les humains sont imparfaits. D'accord ? C'est hyper important d'accepter ça. Et quand on a accepté que les humains étaient imparfaits, il y a un truc important à comprendre, c'est que parfois, que ce soit encore une fois moralement ou dans la qualité de ce qu'on fait, c'est à chier. Tu vois. Et là, il y a 2 attitudes face à ça. La première attitude correspond à le savoir. Ce que j'ai fait est de mauvaise qualité ou ce que j'ai fait est mal et méchant. Je me regarde dans la glace et je sais qu'à ce moment-là, j'ai été imparfait et j'ai été humain. Et là, je le sais et je sais que je peux m'améliorer. Ou alors, tu peux l'ignorer et décider que ce que tu as fait était quand même la top qualité parce que quand je me regarde dans la glace, j'aime bien savoir que je suis quelqu'un de génial. Et dans ces cas-là, ce que tu fais, c'est que tu prends ton niveau de qualité et tu l'abaisses continuellement. Et ça, c'est ce qu'on appelle la médiocrité. C'est le moment... En fait, la médiocrité, c'est pas d'être mauvais. La médiocrité, c'est d'être mauvais et d'en être fier. La médiocrité, c'est les gens qui revendiquent de ne pas avoir lu La Princesse de Clèves en disant c'est de la culture inintéressante. C'est ça la médiocrité. La médiocrité, c'est le moment où tu peux dire j'ai pas eu le temps de lire La Princesse de Clèves, mais si je l'avais, je pense que ce serait cool de le faire. Par contre, dire ça n'est jamais qu'un bouquin débile et on n'aura jamais besoin de le lire, ça c'est de la médiocrité. Ça c'est mal en fait. Parce que ça, c'est prendre un niveau standard intéressant de qualité et l'emmener vers le bas. Et donc, plus vous allez faire ça, plus vous allez accepter d'être nul. Et ça, c'est pas bien. Surtout que, et c'est quelque chose sur lequel je veux importer, chacune de vos actions dans la vie compte. Moi, il y a une thèse avec laquelle je suis profondément pas d'accord, c'est cette idée de dire j'ai ma vie professionnelle et ma vie personnelle, et les décisions que je prends dans ma vie professionnelle, quelles qu'elles soient, sont ce qu'elles sont, et dans ma vie personnelle, quelles qu'elles soient, sont ce qu'elles font. D'abord parce que cette idée-là, pour moi, elle est fortement liée à une idée qui est développée au 19e siècle, qui est liée au consumérisme, et qui est de dire la vie d'un être humain est divisée en 3 fois 8 heures, 8 heures de sommeil, 8 heures de travail trépalium, de souffrance, avec lequel je m'achète le droit du loisir, et qui en fait se transforme très rapidement en consommation.
Et en fait, moi, je refuse cette dichotomie-là. Je ne vais pas accepter de souffrir 8 heures pour avoir le droit de consommer 8 heures. Ça me chauffe absolument pas. Moi, je vais préférer avoir un boulot intéressant et trouver que c'est cool, et ma vie personnelle y sera liée. Et en fait, tout ce que vous faites dans votre vie personnelle est lié à ce que vous êtes. Et moi, les gens qui me disent « j'ai pris cette décision-là, c'était affreux, mais c'était juste le boulot », c'est pas vrai. Ça n'existe pas. En fait, chacune de nos actions compte. Quand j'entends certaines personnes me dire c'est affreux, Amazon et Facebook et machin sont en train de prendre le contrôle de nos datas et ensuite passer leur vie à acheter du Amazon et à publier sur Facebook et à faire la promo des produits de ces gens-là, oui, mais c'est lié. Il y a un lien à chaque fois. Ce qu'il faut, c'est être capable d'assumer en permanence ce qu'on fait. Parfois, on a des faiblesses. Encore une fois, il m'arrive de commander sur Amazon. Ce n'est pas du tout ça le point. Accepter sa part de weakness est une possibilité de faire ça. Mais faire une séparation en acceptant d'être médiocre dans votre travail, en fait, ça s'appelle le cynisme. Et si vous y réfléchissez bien, le cynisme, ça n'est jamais que le suprême de la médiocrité morale. Il ne faut jamais être cynique. Parce que le cynisme, en fait, il est basé sur une idée qui est de dire « j'aime tellement pas mon travail que je suis prêt à être quelqu'un d'ignoble dedans ». Et ça, je pense que c'est pas bien, parce que ça leadera à de la mauvaise qualité. Fondamentalement, si vous acceptez vos faiblesses, si vous acceptez les moments où vous n'êtes pas bon, si vous acceptez la mauvaise qualité parfois de ce que vous faites, vous êtes en train de faire quelque chose de positif parce que vous n'acceptez pas votre médiocrité. Il faut être capable de se regarder en disant sur ce coup-là, j'ai quand même pas été bon, et ça arrive à tout le monde. Mais par contre, il ne faut jamais dire non, mais en fait, ça allait. Il faut dire, j'ai pas été bon, c'est une erreur et je m'en veux. Et je ne recommencerai pas. Et ça, c'est quelque chose d'acceptable. Ou je me démerderai pour en sortir. Et ça, c'est quelque chose d'acceptable. Vous voyez la différence là-dessus? Vous dites que je suis parti quand même très très loin. Mais en fait, c'est complètement lié à un truc, c'est que quand vous êtes en situation de management, plus vous allez abaisser vos propres standards, plus vous allez détruire votre capacité de leadership dans votre équipe. Alors pourquoi est-ce que ça compte? Pour moi, ça compte pour un truc qui est très important, c'est qu'actuellement, on est en train de construire le futur de l'Europe. Je vous la fais très courte. L'Europe a été et est toujours une des parties les plus riches du monde. En grande partie parce qu'on s'est pointé chez les autres et qu'on les a pillés. Soyons parfaitement acceptables là-dessus. Moi, je vis dans une ville qui s'appelle Nantes. La richesse de Nantes vient du commerce triangulaire, c'est-à-dire d'aller vendre des esclaves africains en Amérique. C'est comme ça. C'est pas moi qui l'ai fait. Il faut accepter ce fait-là. Il y a un point qui est clair aujourd'hui également, c'est que la balance commerciale de l'Europe est strictement déficitaire, et particulièrement la française. C'est-à-dire que tous les ans, on s'appauvrit. C'est-à-dire que l'argent qu'on a, il est de moins en moins grand. On perd de la valeur. C'est-à-dire qu'on transfère de la valeur ailleurs. Et cette valeur, on la transfère où? Essentiellement chez nos amis américains. Les Américains sont une peuplade incroyable. J'ai pas de problème avec ça. Je ne suis pas en train de faire de l'anti-américanisme primaire. Mais je vais vous parler d'un point qu'on appelle l'impérialisme. L'impérialisme, c'est cette façon d'imposer, sans même le vouloir, ta vision des choses. Et en fait, si vous y réfléchissez bien, la façon même dont fonctionnent les réseaux sociaux, par exemple, est une façon de fonctionner qui est liée à la démocratie telle que vue dans la liberté protestante anglo-saxonne. C'est empreint de ça, ça fonctionne comme ça. Et vous vous en rendez compte particulièrement si vous lisez Alexis de Tocqueville, qui est quelqu'un qui a été voir le démarrage de la démocratie américaine. Je rappelle, la France a aidé les Américains à s'émanciper de la tutelle anglaise. On leur a donné à l'époque la Louisiane. Alors la Louisiane, à l'époque, ça faisait quand même un tiers du pays. Hein. C'est pas juste le petit morceau, ça faisait globalement un tiers du pays. Et on a envoyé une armée fighter les Anglais, parce qu'on avait envie de faire chier les Anglais, parce qu'on avait un espèce de vieux contentieux avec eux qui traînait depuis des siècles, pour les virer.
Et donc, on avait un lien très fort, et Alexis de Tocqueville, qui est un philosophe, s'est pointé aux États-Unis, a observé et écrit un bouquin qui s'appelle « De la démocratie aux Amériques », et qui est particulièrement intéressant si vous voulez comprendre la philosophie dans laquelle cette démocratie-là a été créée par rapport à la nôtre, qui est européenne. Je ne dis pas qu'elle est mal, mais ce matin, on vous parlait de diversité, et de comment la diversité changeait la façon de faire les choses même. Comment dans une équipe de développeurs, le fait d'avoir des femmes, le fait d'avoir des gens de couleur, d'autres religions, d'autres sexualités, d'autres envies, allait changer la façon de faire, parce qu'en fait, qui on est à partir du moment où chaque action compte, change chaque façon de faire les choses. Et donc en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'on singe les États-Unis en pensant être comme eux, on n'est pas comme eux. Et quand je dis il faut résister à cet impérialisme, je ne dis pas il faut résister en cassant tout. Il faut réfléchir à comment on peut s'interpréter dans ce nouveau monde en se conduisant comme des Européens et être conscient de l'impérialisme, comprend la façon dont ça fonctionne. Je ne sais pas si je suis clair. Je ne vous dis pas d'être violent. Je ne suis pas anti-américain. Je passe ma vie à causer anglais, j'y vais très régulièrement, j'ai un Mac. Je ne suis pas du tout en train de vous dire, genre, faut tuer tous ces cons, si les ricains n'étaient pas là, tout ça. Donc, genre, nul besoin de nous repasser la totale de Sardou. Ce que je vous dis, c'est qu'on a un changement culturel dans notre société et qu'il faut l'appréhender de façon intelligente. Et quand je vous dis de remettre des standards hauts, c'est à ça que je fais référence. On peut lire Alexis de Tocqueville, c'est un penseur français célèbre. Je ne dis pas que je fais que des trucs d'intello. Hein. Enfin, dans mon téléphone, il y a une appli de podcast. Bon, bah, dans mon appli de podcast, il y a la méthode scientifique, les nouveaux chemins de la philosophie et le fil d'humour de France Inter. Et parfois, je vais écouter les chroniques humoristiques de France Inter. À chaque fois, je me dis, putain, c'est con, à la place, je pourrais écouter un truc intelligent. Mais enfin, des fois, moi aussi, j'ai besoin de me détendre. On a tous des moments de faiblesse, genre, encore une fois. Et les accepter, c'est ça. Par contre, c'est jamais le moment où je me dis, je suis intello en le faisant. Tu vois, je ne suis pas en train d'apprendre des trucs, je le sais. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou pas. C'est ça que je veux. Et donc, faut accepter ça. Pour ça, à mon humble avis, la seule solution, c'est de faire le partnership. Et ça, c'est un truc dans lequel la vallée est très forte, c'est que les boîtes arrivent à faire des partenariats qui fonctionnent entre des grosses boîtes et des petites boîtes, entre des boîtes équivalentes. Vous avez une concurrence qui est féroce entre Apple et Google, et pourtant, Google paye toujours Apple des millions ou des milliards, on ne connaît pas le montant de ce deal-là, tous les ans, pour être le moteur de recherche par défaut sur un iPhone. C'est ça que ça veut dire faire des partenariats efficaces. C'est à un moment, il y a des choses, elles doivent être faites parce que c'est bon pour le business. Et ça, c'est possible à faire. Je vais vous parler d'un projet OVH, dont vous connaissez plein de représentants ici à Brest, et Clever Cloud, on avait le même problème. J'ai filé un coup de téléphone à Steven, je lui ai dit, moi j'ai un problème, j'ai ça, je voulais ton avis, parce que c'était un gros truc compliqué en big data que je voulais faire. Moi je le ferais comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Vraiment, je voulais son avis, c'était genre, on buvait le café, quoi. Et Steven me dit, c'est marrant, parce qu'on a à peu près le même problème, mais bon, je l'aurais résolu globalement comme toi, pas complètement, mais enfin, discutons-en, quoi. Du coup, on fait quoi? On le code chacun de notre côté? Non. On n'a pas signé de contrat, on n'a pas mêlé le management, bidule, machin. On a pris un espace, mis nos développeurs dans la même pièce, commandé des pizzas, on a codé le machin, et on se laisse tous les deux filer à la fin, on l'a partagé. C'est comme ça qu'a commencé le projet Poke.digital, qui nous a permis de faire quand même le meilleur logo du monde hein, en termes de digital. Je pense qu'on ne peut pas digitaliser plus que ça. Horatio, mesdames et messieurs, Horatio sur le logo. C'est un projet dont on avait besoin et ça a généré plein de choses. Ça a eu des impacts, nos discussions, notre travail en commun a eu des impacts sur l'architecture de Clever parce qu'en réfléchissant avec eux, j'ai appris des trucs. Tout comme nous, on a eu des impacts sur eux. On s'est mis à coder d'autres trucs ensemble, on se voit très régulièrement, on s'appelle. Bref, c'est un partenariat qui marche et qui va déboucher sur d'autres choses. Mais le point, il est surtout qu'on a créé de la valeur. Et pour créer de la valeur, c'est quoi? On a fait des choses. On négociera les retombées, les mécaniques du partenariat après. Mais on fait d'abord et ensuite on parle du partenariat. Parce qu'un partenariat, en fait, ça demande de l'investissement.
C'est très compliqué de créer un partenariat si dans l'ambition du partenariat, au début, on doit négocier la relation et la fin de relation. Essayez de penser, même si j'aime pas trop ce type d'analogie, essayez de penser à une relation. Le jour où vous rencontrez quelqu'un, vous passez une bonne soirée, vous allez vous revoir, aller au dîner ensemble, etc. Et puis peut-être engager une relation plus romantique, et puis emménager ensemble, et un jour vous mariez, et là vous faites un contrat de mariage. Dans le contrat de mariage, il y a quand même l'explication de comment se fait la séparation, par définition. Imaginez que globalement, quand on commence par mettre les lawyers, etc. dans un partenariat, ce qu'on fait, c'est au moment où on dit bonjour à quelqu'un qui nous plaît dans un bar, on commence par, tiens, voici mon avocat, on va parler contrat de mariage, avant même de savoir si on a quoi que ce soit à faire ensemble, quoi. Ça n'a aucun sens. Et ben, un partenariat, c'est la même chose. Un partenariat, ça doit devenir organique avant de devenir juridique. Et donc, c'est comme ça que tu vas créer des boîtes qui fonctionnent. Et c'est Octave Klaba qui le définit comme étant Virtual GAFA. Si on veut que l'Europe soit capable de se battre contre des géants qui sont très intéressants, enfin encore une fois, je me sers des produits de Google, je commande des conneries sur Amazon, enfin j'ai pas de problème avec ça. Mais si on veut avoir notre part de marché là-dedans, il faut se battre, parce que c'est des boîtes qui vont aujourd'hui décider du jour au lendemain qu'elles font aussi de la banque, qu'elles font de l'assurance, qu'elles font le retail. C'est quand même essentiellement du retail. Et donc, c'est des boîtes qui sont énormes. Et donc, la seule solution aujourd'hui pour créer des offres qualitatives qui vont contre, c'est le travail en collaboration qui permet à la fois d'ajouter de l'innovation et qui permet de créer des beaux produits et qui permet de travailler ensemble à générer des profits et à créer de la valeur. Et là, vous vous dites, écoute, merci Quentin, tu pourrais très bien aller raconter ça à Bruno Le Maire, mais en attendant, qu'est-ce que je fais? Parce que moi, je bosse dans une organisation qui est toxique, je ne suis pas manager ou alors je suis middle manager, comment est-ce que je gère tout ce que tu viens de raconter pour vivre mieux ma vie? Alors, vis-à-vis de ce problème-là, il y a plusieurs solutions. La première solution est extrêmement simple, changer de boulot. C'est un peu simpliste, mais il y a quand même quelque chose sur lequel je voudrais qu'on soit clair. En tant que développeur, aujourd'hui, on vit quand même une situation qui est à peu près magique. On est en situation de plein emploi. C'est-à-dire que non seulement les développeurs sont tous recrutés, les bio-informaticiens aussi, et puis bon, bah, concrètement, si t'es pizzaiolo mais que t'as déjà fait du HTML, on prend aussi, hein, parce que bon... on est quand même dans une situation qui est assez paradoxale, hein, là-dessus. Ce qui signifie qu'on n'a pas à subir le chantage à l'emploi, le tu vas te faire virer, on s'en fout, vous me virez, mais ravi, gros. Je vais retrouver du taf demain matin. Enfin, c'est pas un gros problème de trouver du taf en tant que développeur. Et en plus, se faire virer, c'est compliqué. Donc voilà, mais ce que vous visez quand même en France, on a une certaine protection sociale. Donc ça veut dire que dans la balance de force avec votre management, vous pouvez vous permettre des trucs qu'on ne peut pas dans d'autres. Et donc, ça va permettre de faire évoluer votre entreprise quand vous le voulez. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est que si vous décidez de rester et d'aider votre organisation à évoluer, il y a plusieurs équipes, il y a plusieurs techniques que je peux vous donner. Pour gérer un bad management pattern, les premières idées sont les suivantes. La première chose à comprendre, c'est que dans une organisation et au global dans votre vie, la totalité de vos échecs seront éclipsés par vos succès. Moi, j'ai lancé plein de boîtes, plein de produits, annoncé plein de trucs, je fais plein d'articles de presse sur des trucs qui n'ont jamais marché. Et tout le monde l'a oublié. Les seules choses dont les gens se souviennent sont les machins que j'ai fait qui ont marché. Et encore, les machins que j'ai fait qui ont l'air d'avoir marché. Il y a quand même des gens, enfin, à une époque, tu avais quand même des gens qui me parlaient d'une des boîtes qu'on avait qui était mais dans un état économique désastreux et tout le monde disait c'est quand même extraordinaire, pourquoi tu lâches pas que les workloads pour t'occuper de ça? T'étais là genre ouais non mais on est à fond, mais tu sais on va recruter, on va faire un groupe, t'étais là genre non ouais cette boîte va couler, on sait pas comment gérer le problème, tu vois. Mais tu vois, il y a un moment, les gens se souviennent de tes succès et peu de tes échecs. Donc faut arrêter d'avoir l'impression que si tu te plantes, tu te grilles, c'est pas vrai. C'est vraiment très compliqué de se griller. Un truc qui est très important, c'est que quand on veut faire quelque chose, le mieux est de le faire. Parce qu'en fait, planifier à la place de faire les choses, ça génère plein de sujets compliqués. D'abord,
On crush du temps à faire des trucs. Donc en fait, on est déjà en train d'investir dans un projet où on ne sait pas vraiment comment on veut le faire ni pourquoi. Ensuite, ça va générer de l'incompréhension. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec un pote avec qui on va coder un truc, et on disait genre, ouais, faut que je regarde un bon modeleur UML pour faire le format de la base de données du truc et tout. J'ai fait, en vrai mec, tu veux pas juste créer les tables dans la base de données, parce qu'en vrai le SQL je sais le lire, UML à chaque fois il faut que j'aille checker dans le bouquin comment ça marche. Tu sais faire du SQL, je sais faire du SQL, on peut considérer que c'est notre langage commun. Genre pourquoi on irait UMLiser le truc entre temps? Ça n'a aucun sens en fait, si on réfléchit bien. Donc faire les choses est bien plus important que planifier de faire les choses. Et il y a un autre truc, c'est que un projet, plus il va grossir dans une organisation, plus il va devenir politique et gros. Et donc, un projet qui grossit devient très politique, devient très compliqué avec des gens qui prennent des décisions. Et encore une fois, je répète, tu planifies. Donc à ce moment-là, on ne sait toujours pas ce qu'on va faire en vrai. Par contre, les réunions deviennent grosses, intenses, et on prend des décisions, genre on va défendre une techno. On ne l'a jamais lancé sur sa machine, on n'a aucune idée de comment ça marche, mais on se met à défendre des trucs par oui-dire, par machin, et le projet grossit. Et il y a un truc qu'il faut savoir à propos des gros projets, c'est qu'ils ne sont jamais un échec. Même quand ils sont complètement plantés. Pas longtemps, je parlais avec un pote d'un projet. Le projet est fondamental pour cette boîte. On est déjà à 15 000 jours hommes dessus. Le truc ne marche pas, ne marchera jamais. Les mecs se sont enterrés dans une mauvaise idée. Et parce que d'un côté, les prestataires ne veulent pas dire qu'ils se sont chiés dessus parce que sinon ils risquent le procès. De l'autre côté, parce que les managers ne veulent pas dire qu'ils se sont chiés dessus parce que sinon, tu comprends, ils pourraient être rétrogradés. Le projet risque même d'emmener cette boîte dans le mur, si ce n'est lui faire perdre beaucoup d'argent. Et ça, c'est juste un problème qui est que le projet était tellement gros qu'il ne peut pas être un échec. Vous voyez ce que je veux dire? On le connaît tous, ce projet qui, en fait, bon, le machin, on sait tous que c'est de la merde. Ça ne marche pas, c'est lent, les utilisateurs s'en plaignent, ils ont envie de fuir, mais officiellement, ça marche. Officiellement, on ne peut pas dire, genre là, en vrai, on s'est planté en le faisant, on ne connaissait pas le métier, c'était de la daube. On va tout réécrire, quoi. Mais non, parce que les mecs, on a mis 20 000 jours hommes dessus, quoi. Oui, oui, je sais, j'ai vu. Le truc qui est important avec ça, à comprendre, sur les gros projets comme ça, c'est que la meilleure façon de le neutraliser est de faire un pré-projet, de faire une maquette de projet, un truc rapide avec un script, speed, qui rend le service et qui va te permettre de comprendre le métier. Et ça, c'est très important de comprendre que la meilleure chose à faire pour coder un projet, c'est de le pré-coder. Pas un POC qui part en prod, hein. Je vous parle de vraiment faire une grosse daube, mais qui permet juste de comprendre la notion du truc. Parce que comme ça, tu redéfinis tout de suite ton archi avant même de te lancer dans des débats et où tout le monde s'est engueulé, puis en plus on a acheté les licences à l'éditeur, et voilà, et ça devient compliqué, quoi. Il faut comprendre que par ailleurs, dans ce genre d'environnement, c'est comme ça que le mauvais middle management brille. Donc il faut absolument trouver un moyen d'avancer. Et pour avancer, il faut essayer de tomber dans les empêchements des non-décisions. J'explique ce qu'est une non-décision. Vous voyez ce projet où on vous a dit, là on va faire un projet, il est important pour la boîte, on a une base de données dessus, mais on ne va pas choisir quelle base de données dessus, donc du coup on va mettre un ORM. Et tout le temps de la vie du développement du projet, tu ne sais pas sous quelle base ça va finir, et à la fin on te dit, bon, ça va tourner sur Oracle, ce que tu avais à peu près compris depuis à peu près le premier jour. Personne n'a pris la décision. Un middle management classique déteste prendre une décision, parce que prendre une décision et prendre une responsabilité. Et prendre une responsabilité, ça veut dire l'assumer en cas d'échec. Donc, le choix numéro 1, c'est de ne pas faire de choix. Sauf qu'en fait, ne pas faire de choix est un choix. Par exemple, aujourd'hui, un middle manager peut vous dire « Non, mais on va aller sur Kubernetes. C'est un choix ballsy. » Mais mec, c'est pas un choix ballsy, toute la presse en parle. C'est comme le mec qui te dit genre personne n'a jamais été viré pour avoir été acheter du IBM. C'est pas faire un choix d'acheter du IBM. On appelle ça prendre une assurance. Vous pouvez y aller, la MGEN en vend aussi. Enfin, je veux dire, faut pas s'emmerder avec ce genre de truc. Et en fait, ne pas faire un choix, très souvent, c'est choisir nécessairement la médiocrité. Parce que très concrètement, vous prenez une bonne base de données, vous la tweakez, vous allez exactement au fond de ces features, vous pouvez faire des trucs ultra rapides. Vous prenez un truc générique qui est le plus petit dénominateur commun entre toutes les bases. Je ne suis pas en train de taper les ORM, hein. Il y a des très bonnes choses qu'on peut faire avec des ORM, mais dire on va prendre le plus petit dénominateur commun et ça doit tourner de SQLite en Oracle en passant par SQL Server, on sait tous qu'on va faire un truc tout à fait moyen.
Et c'est ça en fait, le moment où on ne fait pas de choix, c'est le moment où on fait un choix médiocre. Par ailleurs, quand on prend un choix, faire le même choix que tout le monde dans son écosystème veut dire qu'on aura quelque chose de standard par rapport à son écosystème, donc quelque chose qui n'a pas plus de valeur, donc on n'a pas d'intérêt compétitif par rapport à son écosystème, et donc c'est a priori une erreur. La meilleure chose pour ça quand vous êtes dans une organisation, c'est de vous emparer des responsabilités que vos supérieurs n'osent pas prendre. Encore une fois, c'est très rare d'avoir des problèmes d'échec. Vous sentez que c'est compliqué, vous faites des petits projets, vous essayez de ne pas les faire grandir et devenir complètement catastrophiques et politiques, vous faites des choses qui fonctionnent, et quand on vous dit « mais ça, t'as pris la décision », tu fais « ouais, mais c'était pas important, fallait pas t'emmerder », tu as pris la responsabilité à la place de ton manager et tu as grandi. Et en fait, comme ça, tu grossis et tu deviens des choses. Il y a une boîte avec laquelle on bosse beaucoup, qui est une grosse boîte, mais vraiment une très grosse boîte. Et cette boîte-là, qui est une boîte 440, elle a développé des nouveaux softs très intéressants dans une filiale qui était gérée par un mec qui a été brillantissime. Et donc le mec a été promu, il est rentré au COMEX top de la boîte, etc. Il a pris toute une division de la boîte. Et on s'est posé comment cette filiale va finir. Et là, tout le monde s'attendait à ce que la boîte envoie un manager tout poucrave prendre la direction de la filiale en disant bah, le manager va prendre et après ça allait être douloureux. Et la boîte a nommé un des techs, un ingé, l'architecte en fait, du projet, CEO de la filiale. Encore une fois, on est en train de parler d'une des boîtes du 440. Parce que les mecs ont été brillants. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est naïf. Hein. Parce que les mecs ont été brillants. Ils ont préféré mettre Chris Woodrow que de mettre un manager lambda, parce que le mec avait pris les responsabilités au chemin de la boîte et il savait où il allait. Et donc du coup, ça a été complètement brillant à ce moment-là de faire ce choix-là. Ce qui prouve que toutes les boîtes peuvent grandir et devenir de belles boîtes. Quand vous faites ça, vous faites ce que j'appelle du déni de service appliqué à la personne. Vous avez un manager un peu compliqué qui ne veut pas prendre de décision et à qui il faut pousser un peu dans le dos. Il y a une façon simple de procéder. Vous lui envoyez beaucoup d'infos. Vous le noyez. Exactement comme on fait avec un serveur. Premièrement, il est content, il a l'impression d'être hydraté d'infos. Deuxièmement, il est content, ça avance. Et donc, du coup, petit à petit, ce mec-là, en fait, va s'inverser le rôle de management et vous allez prendre la responsabilité de ce qui avance et faire avancer les choses. On appelle ça le déni de service appliqué à la personne. Quand vous avez quelqu'un qui veut vous micromanager, vous faites très bien et vous lui envoyez beaucoup d'infos parce qu'il a besoin d'être rassuré. Et en fait, en faisant ça, vous établissez une relation de confiance et vous montez en compétence. C'est le déni de service appliqué à la personne et ça marche hyper bien comme modèle. Là-dessus, j'ai envie de vous dire, on va avancer très vite. C'était le retour en fait du marketing du shame où je vous expliquais qu'en fait il fallait du coup prendre des décisions importantes et donc je vous renvoie vers la version bouillabaisse ou non bouillabaisse du talk. Encore une fois, la honte et la non-confiance en soi dans son travail, c'est un sentiment qui se crée parce qu'on ne sait plus où on va, parce qu'on ne comprend pas où on va et parce qu'on a une diffraction, c'est-à-dire que vous vous comparez votre inside à l'outside des autres qui est du marketing et ça n'a aucun sens. Et donc, du coup, vous devez éviter ce genre de pattern. La première solution pour éviter ce genre de pattern, c'est soit de connaître le vrai interne des autres, ce qui implique un peu d'espionnage industriel, donc ce n'est pas hyper légal. La deuxième solution, c'est d'improve votre inside. Je vous ai donné des tips, je suis dispo pour des questions. Moi, je pense qu'il n'y a absolument aucun cas qui est perdu et que toutes les boîtes peuvent devenir de belles boîtes. Il n'y a aucun problème, tout management peut changer. Merci beaucoup de m'avoir écouté.